Avant de lancer la première table ronde, j'ai quelques informations à vous donner. Que vous soyez connectés depuis chez vous ou bien ici, nous allons passer la matinée ensemble dans cette sublime salle de l'Opéra de la Cité de la Culture. Et jusqu'à 11h30, nous donnerons la parole à des personnalités, évidemment des auteurs, des penseurs, des chercheurs, des universitaires, des libraires, très engagés, passionnés, vous le verrez. Ils évoqueront avec nous les grands enjeux du livre et de la lecture en langue française. Puis, à partir de 11h30, ce sera au tour des acteurs de la chaîne du livre d'échanger et de débattre et d'entrer dans le concret et partager avec nous les constats sur la situation du livre en langue française dans le monde. Alors, une petite surprise, sachez que nous avons la chance d'être accompagnés par un artiste. Il est d'origine algérienne, il est basé ici à Tunis, il est illustrateur, il s'appelle Salim Zerouki et il croquera les séances de ce matin et vous aurez l'opportunité de voir ses croquis et ses dessins sur les écrans. Maintenant, je vais lancer la première table ronde. Est-ce que vous êtes prêts ? Autour des enjeux du livre et de la lecture. Le livre n'est pas un objet comme un autre. Je demande à monsieur Samir Marzouki de me rejoindre sur le plateau. Et en ligne avec nous, monsieur Abdelrahman Baba Moussa, madame Tadjo, madame Danielle Paillet. Malheureusement, madame Émilie Prophète ne pourra pas être avec nous ce matin, mais elle nous rejoint dès que c'est possible. Eh bien, ça y est, on commence. C'est la première table ronde des États généraux du livre en langue française dans le monde. Bonjour. Ah, nos amis sont connectés, ils sont avec nous. Bonjour. Alors pour commencer, je ne vais pas être longue parce que ça doit aller vite, ça doit être rythmé et dynamique. J'aurais juste une petite citation à partager avec vous. Sylvain Tesson dit « Un livre peut changer une vie et dire qu'il n'y a aucune mise en garde d'inscrite sur la couverture ». Alors, en quoi le livre n'est pas un objet comme un autre? Je commence avec vous, monsieur Abdelrahman Baba Moussa. Bonjour. Vous êtes professeur et secrétaire général de la Confémen, la conférence des ministres et de l'éducation et des États et gouvernements de la francophonie. Le livre est un objet à part. Pourquoi, d'après vous? Bonjour et merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Merci à tous. Salutations à toute l'équipe d'organisation et remerciements à l'Institut français pour l'initiative de cette grande rencontre. Et je vais répondre, si possible, en trois points principaux. Pas forcément du point de vue de la littérature classique, mais plus du point de vue de l'utilité sociale du livre. Je pense que le livre n'est pas un objet comme les autres, d'abord du point de vue de sa valeur pédagogique, dans le cadre de l'apprentissage tout au long de la vie. À Belém, lors de la Confintea 6, il avait été écrit que l'alphabétisation était le sous-bassement de l'apprentissage tout au long de la vie. Donc apprendre à lire et à écrire était le point de départ de tous les autres apprentissages. Donc le livre, comme support de cet apprentissage, a donc une valeur incontestable. Et de la réussite de l'apprentissage de la lecture dépend en général tous les autres apprentissages scolaires, et cela dès l'école primaire. Donc pour nous, c'est d'abord un premier enjeu qu'il faut relever en tant qu'outil principal d'apprentissage. Au fondement de tous les autres apprentissages, le livre n'est pas un objet comme les autres. Mais je dois préciser que quand je parle du livre ici, il s'agit plus globalement de tous les supports écrits. Parce qu'effectivement, à l'école, on utilise les manuels scolaires, mais tout autre support écrit, à savoir les journaux, la littérature de jeunesse, constitue ce qu'on peut appeler un environnement lettré qui permet le développement donc, de la lecture. Donc, c'est dans cette perspective qu'il faut voir cette utilité pédagogique du livre. Et cela a été fortement montré d'ailleurs par les évaluations que nous avons réalisées à la Confémen. Les évaluations des acquis scolaires que nous réalisons tous les 4 ans dans le cadre du PASSEC nous ont montré que la présence du livre dans les écoles était un facteur essentiel
de la qualité des acquis des apprentissages des élèves. Donc, c'est un premier enjeu. J'en ai deux autres. Je ne sais pas comment le panel va être structuré. Mais le deuxième que je vois, c'est surtout du point de vue de son enjeu culturel et social. Parce que le livre, souvent, dans bon nombre de pays, notamment les pays en développement, le seul élément qui sert de liaison entre l'école et la famille, puisque dans des pays où l'enseignement est dispensé dans une langue qui n'est pas la langue première, c'est le livre qui est le symbole de la présence de l'enfant à l'école. Donc ça a une valeur également sociale et culturelle dans la mesure où le pacte international relatif aux droits économiques et sociaux nous dit que les contenus scolaires doivent avoir une acceptabilité culturelle, c'est-à-dire que le contenu du livre doit inscrire le lecteur dans son environnement immédiat, point de vue social, culturel et autres, mais aussi lui offrir les médiateurs et les médiations qu'il faut pour accéder au monde et à d'autres cultures dans le cadre de l'apprentissage tout au long de la vie et dans le cadre de cette obligation d'apprendre à vivre ensemble. Donc, d'ailleurs, pour nous, c'est très important parce que le thème de notre prochaine ministérielle, c'est justement la langue d'apprentissage et le multilinguisme dans la réussite scolaire et le vivre ensemble au XXIe siècle. Alors, si j'ai encore un peu de temps, j'aborderai le troisième point qui me paraît être essentiel dans le caractère particulier du livre, c'est qu'il traverse dans le temps toutes les transformations de l'éducation, des systèmes éducatifs, et il traverse tous les paradigmes éducatifs. C'est-à-dire que malgré le développement que nous voyons depuis la pandémie du numérique, et qui fait parfois penser que le livre pourrait perdre sa place au profit d'autres formes de ressources éducatives, on se rend compte que le livre sera toujours présent. Nous avons fait plusieurs réunions lors de la pandémie de la COVID-19 pour assurer la continuité éducative avec les ministres. Et on s'est rendu compte que le numérique seul ne suffisait pas et que dans beaucoup de pays, il a fallu déployer un dispositif pour mettre à disposition du matériel physique, des livres, des prospectus aux élèves pour leur permettre d'assurer cette continuité éducative. Et quand on regarde également l'évolution démographique, les populations scolaires s'agrandissent, s'accroissent, surtout dans l'espace francophone, et donc le livre aura toujours sa place, quelles que soient les réformes de l'éducation, quelle que soit l'évolution du contexte et du temps. Donc voilà, je vais m'en limiter peut-être à ces trois éléments. Il y en a d'autres, mais bon, je m'arrête là pour le moment. Merci d'avoir été avec nous. En tout cas, c'est des éléments très importants. Le livre « Outils d'apprentissage » qui traverse le temps, c'est bien de l'évoquer parce que ça nous rassure, ça rassure énormément de gens. Aujourd'hui, nous sommes connectés avec vous, donc grâce à ces nouvelles technologies, vous êtes avec nous à distance. Oui. Danielle Paillet, vous êtes universitaire, artiste également. Vous êtes directrice régionale Maghreb de l'agence universitaire francophone, l'AUF. Et pour vous aussi, le livre est un objet unique. Dites-nous pourquoi. Merci beaucoup, bonjour à vous. Merci pour cette invitation que j'investis avec beaucoup d'enthousiasme, car effectivement, c'est au-delà de mes enjeux professionnels, un enjeu de recherche fondamentale depuis une trentaine d'années. Donc, merci des questionnements que vous proposez et la pertinence de cette première question. Alors oui, évidemment, contribuer à cette réflexion collective sur un enjeu aussi fondamental qui est celui du livre, parce qu'évidemment, comme corollaire, ce sont les enjeux de la connaissance qui fondent ces questionnements, les défis de co-construction du savoir, leur légitimation, leur diffusion, leur accessibilité et je dirais surtout peut-être leur appropriation par chacun des citoyens. Et surtout, les effets attendus qui sont reliés à ce livre, qui sont fondamentalement indispensables pour contribuer à la nécessité de chaque jour agir pour mieux faire humanité ensemble, notamment quand nous sommes reliés aux enjeux d'une francophonie ouverte et en développement. Nous n'avons pas le choix. Alors tout d'abord, il est passionnant pour avoir à entrer en dialogue avec la thématique que vous proposez, de choisir les arguments pour fonder
demander en quoi le livre n'est pas un objet comme les autres. Et à partir de cette question au contour provoquant, parce qu'en fait on entend mais qu'est-ce qui fonde, qu'est-ce qui fait livre? Il faut partir peut-être d'une première idée que le livre a un statut, un double statut paradoxal, puisqu'il est d'abord un objet sacré en tant qu'espace tangible et intangible de la connaissance. Il est circonscrit et en même temps terriblement ouvrant sur soi, sur l'altérité, sur l'imaginaire, le monde, avec cette double composante alchimique qui conjugue à la fois des enjeux cognitifs et émotionnels. Un objet sacré, donc, qui est porteur d'une épaisseur sociologique, mais aussi qui est un objet à désacraliser. Et c'est peut-être là tout le défi de ce que vous questionnez et des actions qui sont déployées avec enthousiasme et conviction par les acteurs de la chaîne de valeur du livre. Et donc, c'est permettre au livre en tant que contenu, d'incarner cette contribution en tant qu'objet de désir, de désirabilité, un objet intime et aussi social. C'est une de ses particularités, avec cette nécessité sur lesquelles les acteurs travaillent au quotidien, de lui donner une valeur expérientielle accrue, une valeur sensible, organique peut-être. Et dans ce sens, les apports et défis du numérique pour le déploiement du livre augmenté par le son, par l'image, par tout le potentiel d'interaction entre celle qui impulse, mais aussi qui va donner sa place à l'autre dans des perspectives de collaboration beaucoup plus ouvertes. Et aussi, autre spécificité, le livre, il repose sur une consommation individuelle ou plutôt une pratique ou une pratique individuelle, mais on le sait qui est enrichie par une dynamique collective à l'œuvre. Et c'est justement un des défis des politiques publiques, des engagements privés, des partenariats privés-publics, des initiatives citoyennes, que de créer les situations dans l'espace public, dans les espaces dédiés à la culture, à la lecture, des espaces fixes et nomades aussi qui vont aller à la rencontre des publics dans un mouvement très symbolique. Je viens vers toi avec une valeur à t'offrir, à te faire partager. Donc justement que le livre devienne un espace de partage, de rencontre, avec des frottements créatifs à la clé, parce qu'on le sait, un des leviers, un des freins d'accès à la culture, son préalable peut-être, c'est de justement générer les conditions de la convivialité, du être avec soi, avec l'autre. Et là, il y a des espaces d'innovation extrêmement larges qui s'ouvrent, notamment pour les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et enfin, peut-être, dernière spécificité que j'ai choisi d'éclairer, c'est cette relation au temps qui est au cœur de la lecture, de l'écriture, parce que c'est une invitation à sortir des flux des écrans, de passer de l'image peut-être numérique, technologique, de l'image au mot, ce qui appelle de la concentration. Là aussi, la racine du mot, c'est être dedans, à l'intérieur. C'est convoquer un espace choisi, défendu, des réouvertures à soi, une pause, une intime présence, une fusion avec l'instant. Et donc, ce sont quelques-uns des défis auxquels l'AUF, par ses différentes actions, sur un continuum entre la question de l'accompagnement par rapport aux études sur le français avec des bibliothèques numériques et aussi un engagement fort pour la création d'une académie francophone scientifique qui va s'engager sur ces questions de soutien à la publication en langue française, et cette académie qui va s'ouvrir à très court terme ici au Maroc. Merci en tout cas pour créer cet espace de dialogue, de recherche collective qui invite tous ces défis d'innovation fondamentale, parce que c'est apprendre à mieux vivre
en douceur, je le convoque avec soi et avec les autres pour un avenir ouvert. Merci beaucoup. Merci à vous, Daniel Paillet. Merci également pour vos actions au sein de l'AUF et d'avoir partagé avec nous cette dimension de connexion avec nous-mêmes, avec soi, et d'avoir partagé ces spécificités multiples et multidimensionnelles du livre. Alors justement, Monsieur Samir Marzouki, vous êtes... merci, je suis ravie de vous avoir à mes côtés, en présentiel, en chair et en os. Vous êtes professeur émérite à l'université de Manouba, à Tunis, et vice-président de la Fédération internationale des professeurs de français. Vous êtes écrivain, vous êtes passionné de livres. Vous allez nous dire en quoi, pour vous, c'est un objet unique. Mais j'aimerais peut-être vous faire réagir sur cet objet. On a l'impression qu'il est animé d'une âme. On ne le traite pas, on n'a pas la même relation avec un livre. Cette relation est vraiment très particulière qu'on peut avoir avec les livres, qu'on peut collectionner, qu'on peut chérir, garder toute notre vie. Tout à fait, le livre est un compagnon, enfin il a, comme vous le dites si bien, une âme. Vous connaissez la blague des amis qui se réunissent pour offrir à l'occasion de son anniversaire un cadeau à une amie. Et donc quelqu'un propose qu'on lui offre un livre et quelqu'un d'autre répond « Pourquoi un livre? Elle en a déjà un. » Ça nous fait rire. Pourquoi? Parce que justement le livre n'est pas un objet comme un autre. Le livre est un objet unique, ce n'est pas un objet standard. On raconte aussi, je ne sais pas si c'est vrai, que dans le métro de New York, il y a des gens qui lisent des livres et qui arrachent les pages au fur et à mesure qu'ils les lisent. Ce sont des gens qui se comportent comme si le livre était, si c'est vrai, hein, ça me semble difficile, mais si c'est le cas, ça veut dire qu'ils considèrent le livre comme un objet ordinaire, comme un objet de consommation. Or, les livres, on les collectionne. On ne s'en défait pas comme on le fait pour un frigo qui a vieilli. On ne remplace pas le livre quand il vieillit. Ce sont vraiment des compagnons. Les livres nous accompagnent tout au long de notre vie. Moi, je suis né dans une civilisation dont la religion principale a pour premier mot de la révélation « Iqra », lis. Donc, je pense que c'est quelque chose qui marque. D'autre part, moi personnellement, comme individu, je suis né dans les livres. Il y avait des livres dans toutes les pièces de notre maison. Il y avait un endroit qui était sacro-saint, qui était la bibliothèque de mon père, où on ne pénétrait que lorsqu'il nous adoubait, lorsqu'il nous permettait, parce qu'il avait constaté qu'on avait déjà pas mal lu. Et là, il y avait ce qu'il appelait Ummahat al-Kutub, c'est-à-dire les mères des livres, comme la mère des batailles de l'autre. Et ces livres, ces mères des livres, n'étaient pas des livres de théologie, c'était des livres de littérature. Les livres forment notre esprit, nos sentiments, nos goûts, ils nous construisent. Il y a bien sûr, on le constate tous les jours, une différence majeure entre ceux qui lisent et ceux qui ne lisent pas. Et puis le livre est un objet de passion. Moi, je ne peux pas imaginer imaginer que je puisse passer un jour sans lire. Sénèque disait « pas un jour sans une ligne ». En fait, il parlait de la ligne manuscrite, on peut l'étendre aux lignes imprimées. Ça pourrait être aussi un slogan de toxicomane, hein, pas un jour sans une ligne. Mais en réalité, il y a quelque chose qui n'est pas de la toxicomanie, mais qui est une accoutumance. L'impact n'est pas le même. Oui, bien sûr, aussi. Une accoutumance bienvenue. Donc, le livre est vraiment objet de passion. Et puis, je dirais que la transmission de la culture d'une communauté et les connexions avec les cultures des autres communautés se fait essentiellement grâce au support écrit et non pas tellement aux autres supports qui sont plus volatiles. Le livre est un conservatoire du patrimoine, je dirais. Et puis je finirai, si vous permettez, par une citation du poète qui m'accompagne depuis 50 ans, Guillaume Apollinaire. Dans son premier recueil publié, Le Bestiaire,
Il écrit « Je souhaite dans ma maison une femme ayant sa raison, un chat glissant parmi les livres, des amis en toute saison sans lesquels je ne peux pas vivre. » C'est un idéal de vie. C'est un idéal de vie que je partage. À une petite différence près, c'est que la femme ayant sa raison chez moi ne supporte pas que les chats glissent parmi les livres. Mais sinon, de toute façon, c'est quelque chose qui permet un bonheur extraordinaire. Et ceci, c'est le livre qui le donne. Merci de votre attention. Merci Samir Marzouki pour votre poésie et cette connexion à l'autre, avec cette connexion aux autres cultures, mieux comprendre l'autre. C'est aussi quelque part une connexion avec notre imaginaire. Et en ça, j'aimerais vous écouter aussi, Véronique Tadjo, puisque vous vouliez parler de l'imaginaire. Vous êtes universitaire, écrivaine franco-ivoirienne, vous êtes lauréate du Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 2005 avec Reine Pokou. Merci d'être avec nous également. Alors, comment le livre a cette spécificité de nous relier à l'autre, mais aussi à soi, et nous offrir cette escapade, la découverte de notre propre imaginaire? Très bien. Merci beaucoup pour votre question. Et je suis vraiment très heureuse de faire partie des états généraux du livre en français. Voilà, j'ai un rêve pour le livre et en particulier aujourd'hui. Et voilà ce que je vais vous dire, voilà ce que j'aimerais que le livre soit. En fait, aujourd'hui, ce dont nous avons le plus besoin, c'est d'imagination. Nous avons besoin de sortir des sentiers battus, de réfléchir en dehors du cadre restreint de notre expérience personnelle et des frontières de notre naissance. Comment voir plus haut, plus grand, ensemble? Comment laisser un meilleur monde en héritage? Face à la double menace écologique et sanitaire, nous ne pouvons que reconsidérer notre manière d'aborder la vie. Les thématiques de l'écologie au sens large, c'est-à-dire réchauffement climatique, disparition de la diversité des espèces, catastrophes naturelles, transformation des villes, etc., sont une source d'inspiration littéraire importante aujourd'hui. Comment mieux lier la littérature et interrogation écologique? Par le livre, bien sûr, car ce n'est pas un objet comme les autres. Il touche toutes les générations en même temps et s'ouvre à toutes les époques pour mieux s'enraciner dans la nôtre. La littérature est le reflet de nos préoccupations et nous sommes aujourd'hui inquiets pour notre devenir. Beaucoup d'écrivains sont connus pour leur engagement politique, mais je voudrais dire qu'aujourd'hui, il me semble que le combat écologique est devenu primordial face à l'urgence devant laquelle nous nous trouvons. L'engagement écologique surpasse tout. Il est l'une des clés de notre devenir sur Terre, le lien entre les hommes où qu'ils se trouvent. Pour que la conscience écologique soit renforcée et disséminée, il est essentiel que les arts et le livre en particulier accompagnent le travail des scientifiques. La littérature a la faculté de s'immiscer dans la vie quotidienne des lecteurs. Elle peut aller là où la science s'arrête. Elle apporte un éclairage différent, entraînant les lecteurs dans la remise en question de leur vision du monde. En effet, si l'accumulation des données scientifiques est nécessaire, elle n'est pas suffisante pour traiter pleinement la question écologique. Il faut également agir par l'imagination. Il faut offrir des récits de transformation. La bataille se situe sur un terrain invisible, celui de la conscience en un destin collectif. Selon l'économiste Serge Latouche, nous devons décoloniser l'imaginaire. En effet, écrire, compter, imaginer et faire ressentir
sont des actes essentiels si l'on veut atteindre l'ouverture vers le changement qualitatif tant attendu. On évoque souvent le caractère universel des interrogations portées par l'écologie, mais en réalité, de nombreux facteurs entrent en ligne de compte. Notre niveau de vie, le lieu où nous habitons, notre accès à l'éducation et tant de nombreux contextes très divers. Alors, où trouver toute cette diversité, justement, dans les livres et la lecture? La littérature peut être une immense plateforme de conversation et de dialogue, de rêves et de solutions. Il nous faudrait une bibliothèque mondiale. Un meilleur développement humain passera nécessairement par la question écologique. Nous avons un défi à relever dans les années à venir. Il faudra apprendre à vivre ensemble et non côte à côte, isolés les uns des autres. Le monde deviendra holistique ou il se perdra. Notre corpus littéraire sera comme l'arche de Noé, un navire qui nous aidera à nous sauver du déluge sur le point d'advenir. Car où trouver toutes ces voix, toutes ces sensibilités, tous ces espoirs, tous ces possibles, si ce n'est dans les écrits qui abreuvent notre soif de renouveau. Merci. Merci infiniment. Donc, le livre a cette spécificité de nous connecter à notre conscience propre et à notre conscience collective. Merci infiniment, merci à tous les intervenants, Abdelrahman Baba Moussa, merci à Daniel Payet, merci à Véronique Tadjo, vous étiez avec nous en ligne sur les réseaux, mais avec nous quand même, et merci à vous, monsieur Samir Marzouki, merci à vos apports, à votre passion, votre engagement, vous avez tous été passionnants et très inspirants, vous nous avez donné envie de lire et vous nous avez fait ressentir la magie du livre. Peut-être, oui, quelque chose, on a ressenti en tout cas l'impact que ça pouvait provoquer en nous, quelque chose de magique, quelque chose même de chimique. Donc merci infiniment. Vous êtes allés loin dans vos réflexions et pourtant le temps était très court. Merci beaucoup. Et bien à présent, je vais passer la main à mon confrère Pascal Paradou, qui est journaliste en charge des opérations culturelles et de la francophonie à RFI, France Média Monde, qui est évidemment partenaire de cet événement. Bonjour monsieur, et comment ça va? Bonjour madame. Alors attends, on va échanger. Bonjour madame, très bien. C'est super de se rencontrer ici parce que dans les couloirs de France Média Monde, on se voit presque pas et finalement il faut des événements comme celui-ci, les états généraux du livre dans le monde à Tunis pour qu'on se parle et je pense que c'est le cas d'un certain nombre de personnes qui sont ici et qui vont profiter de ces 2 jours pour échanger.